je l'ai. La séance est ouverte. Ponce, Charles. Présent. Bach, Marie. Bonnet, André. Marion, Bravo. Rémi Génis. Excusez. Anaïs Sabatini. Frédéric Guillaumont. Donne pouvoir à Véronique Ducassi. Soraya Logaro donne pouvoir à Sébastien Ménard. Jean-Yves Gâteau. Jacques Palassin. Sophie Blanc. Sébastien Ménard. Sandrine Suche. François Dussoba. Daniel Pujol. Isabelle Bertrand. Frédéric Gourrier. Patricia Fourquet. Xavier Baudry. Roger Belkiri donne pouvoir à Jean-François Mayol. Édouard Guébard. Jean-Claude Pinger. Marie-Thérèse Costa-Fezenbeck. Michel Ricci donne pouvoir à Charlotte Caillez. Jean-François Mayol. Gérard Rénal. Véronique Ducassi. Christine Rougeau-Danis donne pouvoir à Daniel Pujol. Bernard Reyes. Marie-Christine Marchesi. Catherine Pujol, excusée. Catherine Serra donne pouvoir à Christelle Martinez. Florence Molly. Laurence Pigné. Michel Martinez. Georges Puitch donne pouvoir à André Bonnet. Charlotte Caillez. David Tranchecoste. Christelle Martinez. Pierre-Louis Laliberté donne pouvoir à Patricia Fourquet. Jean-Marc Pujol donne pouvoir à M. Antoniazzi. Jean Casagrand, excusez. Pierre Parra. Chantal Gombert donne pouvoir à Mme Brusy. Joël Anglade. Jean-Luc Antoniazzi. Chantal Brusy. Philippe Capsier donne pouvoir à Mme Brusy, mais il aura du retard apparemment, c'est tout. Fatima Daïne donne pouvoir à Pierre Parra. Yves Guizard donne pouvoir à Pierre Parra. On a droit à 2 jusqu'au mois de juillet. Christine Gavalda Molina donne pouvoir à M. Nougared. Bruno Nougared. Laurence Martin donne pouvoir à M. Nougared. Et M. Taillagran est ici présent. On va passer maintenant à la désignation du secrétaire de séance, M. Sébastien Ménard. La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le mercredi 22 juin à 17 h. Nous passons maintenant à l'approbation du procès-verbal du 24 mars 2022. Y a-t-il des remarques? Oui? Pas de remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Nous allons passer maintenant à un hommage récent, puisque l'enterrement aura lieu lundi à la cathédrale Saint-Jean, celui que nous adressons à maître Étienne Nicolo, célèbre avocat pénaliste perpignanais, disparu il y a quelques jours. Monsieur Étienne Nicolo a plaidé pendant presque 50 ans et avait pris sa retraite du barreau en 2018. Très investi dans la vie de la cité, il avait été le premier adjoint, délégué à la culture de Jean-Paul Alduy, de juin 1993 à septembre 2000. Maître Nicolo avait pris part à de multiples procès, pour certains très médiatisés, à l'image de l'affaire Van Geloven ou encore de celle des disparus de la gare. Infatigable travailleur, passionné par son métier, il a été, durant de nombreuses années, chroniqueur sur France Bleu Roussillon, auteur de plusieurs ouvrages, était également monté sur les planches afin d'évoquer 3 affaires judiciaires. Au nom du conseil municipal et de l'ensemble des Perpignanais, nous nous associons évidemment
à la douleur de ses proches et je vous demande de faire 1 minute de silence. Je vous remercie. J'informe de la modification de l'ordre du jour. Les délibérations 6.07, 14.01 et 14.04 sont retirées de l'ordre du jour. C'est la musée du Casa Peral, une commission des autorisations d'occupation domaniale et des indemnités de fonction d'élu que nous remettrons au prochain conseil municipal parce qu'on ne va pas en faire à chaque fois qu'il y a des modifications. Nous passons maintenant aux décisions du maire prises par délégation du conseil municipal en article 21, 22, 22 du Code général des collectivités territoriales. Est-ce qu'il y a des commentaires? Monsieur Antoniazzi. Oui, merci Monsieur le maire. Bien, je me réjouis de la décision numéro 110 ainsi que de nombreux Perpignanais. C'est pour la salle capitulaire du couvent Saint-Sauveur, la réalisation des études diagnostiques en vue de la prochaine restauration. C'est l'un des éléments importants de notre patrimoine du temps des rois de Majorque. Et donc, c'est très bien de lancer les études de diagnostic. Voilà. Merci, Monsieur Antoniazzi. Il n'y a pas de vote sur les décisions du maire. On passe maintenant à la première délibération de cet ordre du jour qui concerne... Oui, pardon. Madame Chantal Brusy. 2 questions, Monsieur le maire. Je vais le redire dans le micro parce que je sais que c'est compliqué pour les services. Donc j'avais juste 2 questions. La première, c'est si vous pouvez nous dire pourquoi on a décalé le conseil municipal, parce qu'on a effectivement certains élus qui s'étaient organisés pour le 12 et qui n'ont pas pu être présents pour le 19. Et ensuite, j'avais une deuxième question, savoir qu'est-ce qu'il en est des festivités. Vous savez que je tiens à connaître ce que vous allez faire à la place des Jeudis de Perpignan et que je vous évoque ça à chaque conseil municipal. Et j'avoue que je m'attendais, on est au mois de mai, à avoir dans l'ordre du jour le remplaçant. Et je n'ai rien vu et je vois que le prochain conseil municipal est le 22 juin. Donc je me dis, ou du moins j'espère que ça ne se passera pas comme ça et qu'on va passer ce dossier une fois qu'on l'aura inauguré. On n'aura pas inauguré encore. Je réponds directement. Voilà, si vous pouvez nous dire où ça en est, parce que pour les festivités pour le centre-ville et pour cet été. Merci. Ça arrive. Voilà, très bien. Donc, effectivement, le dossier est bouclé. Nous avons toute la programmation pour cet été, avec différents événements, notamment 2 gros événements qui seront spectaculaires. Je peux déjà vous dire qu'ils auront lieu le mardi et le jeudi sur la ville de Perpignan. On va attendre le prochain conseil municipal pour vous faire une présentation, mais vidéo, avec un teaser, avec une présentation digne de ce nom, pour vous expliquer exactement tout ce qu'on va proposer pour les Perpignanais et pour tous ces touristes qui vont venir sur la ville de Perpignan comme activité. Donc ne vous inquiétez pas, tout est fait, tout est signé, donc il n'y a aucun souci. Voilà. On attend un peu parce qu'on laisse un peu le suspense faire son travail. Et honnêtement, après, on aime pas. J'imagine
que vous allez le reprocher, que ça ne vous convienne pas ou quoi que ce soit, on en reparlera. Mais en tout cas, c'est novateur. On change un peu. Les Jeudis de Perpignan a été un très bel événement. Ça marchait, ceci, cela. Il n'y a pas de souci. Mais c'est bien, on est une nouvelle équipe. Il y a une nouvelle équipe municipale qui vient d'arriver et on voulait mettre un peu notre patte et changer un peu de concept. Et c'est un nouveau concept qui est assez intéressant et qui même, je trouve, personnellement, qui sera spectaculaire. Donc le 22, vous aurez sur grand écran toute la programmation et surtout des vidéos qu'on va vous montrer. Ça démarrera à compter de... Alors là, vous me posez une colle, je ne veux pas dire de bêtises, le 19 15 juillet. 15 juillet, pardon. Du 15 juillet au 19 août. Du 15 juillet au 19 août. Et 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Ok, merci. Le mardi et le jeudi. On passe au dossier de l'école 42, avec une demande de subvention auprès du conseil départemental et de Perpignan Méditerranée Métropole. On est en train de finaliser les équipements. Nous serons prêts dans les temps. Les travaux sont estimés quand même à 1 266 202. Et ces prestations se décomposent en travaux d'aménagement, en équipement et en mobilier de bureau, en acquisition de matériel informatique. Et donc, on demande des subventions au conseil départemental pour 422 000 euros et à Perpignan Méditerranée pour la même somme de 422 000 euros. Et monsieur le maire, j'ai quelques questions à ce propos-là. La toute première, est-ce que les travaux qui sont mentionnés là, dans la délibération là, englobent les travaux d'accessibilité ou non? Parce que je crois qu'il a été convenu avec notamment PMM que la subvention ne portait pas sur les travaux d'accessibilité et ce n'est pas précisé dans la délibération. Est-ce que d'autre part, vous avez acté sur le principe cette subvention avec le conseil départemental, ou est-ce que c'est une sorte de coup d'épée dans l'eau qu'on lance en se disant s'ils sont gentils, ils le feront, et si on fait un peu de politique, on peut réussir à obtenir quelque chose? Écoutez, si le conseil départemental est intéressé par le développement du territoire, on espère bien qu'ils y répondront. Monsieur le maire, vous savez que ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça, qu'en général, entre administrations, on travaille avant de présenter les délibérations, donc j'imagine que vous l'avez fait. Je dois dire que je n'ai pas vos entrées au conseil départemental. Ah ben c'est dommage, parce que vous savez, quand il s'agit de l'intérêt des Perpignanais, il faut avoir toutes les entrées possibles et inimaginables, monsieur le maire. Oui, mais vous savez, face au sectarisme politique, on fait comme on peut. Ah ben justement, on arrive toujours à le vaincre. Mais effectivement, nous sommes en discussion avec le conseil départemental, mais nous n'avons pas de réponse. Et vous savez, hein, c'est comme un peu dans les évangiles. Frappez, on vous ouvrira. Donc on parle et on verra bien si on nous répond. Alors, je termine sur un troisième point, alors qui est en lien indirect avec cette délibération, parce que cette délibération elle est extrêmement importante quand même pour les chefs d'entreprise dont je fais partie et dont d'autres font partie dans ce département. Évidemment, elle ouvre de nouveaux horizons sur cet aspect, notamment du développement informatique, qui est un problème majeur pour la plupart de nos entreprises, puisque nous n'arrivons pas à recruter. Vous savez, ce qui fait la force aujourd'hui d'un chef d'entreprise, en tout cas ce qui fait le sel de sa vie quotidienne en général, c'est la décision rapide, c'est la capacité à pouvoir se projeter. Le gros reproche que font beaucoup de chefs d'entreprise aux hommes politiques en général et quelquefois l'administration, ce sont les lenteurs. On attend, monsieur le maire, depuis maintenant quelques mois, votre décision à propos de l'agence d'attractivité territoriale. C'est un sujet qui est important, c'est un sujet qui nous semble crucial pour l'activité du territoire. Et les chefs d'entreprise, et là je parle à la fois en tant qu'élu, en tant que chef d'entreprise, attendons de savoir pourquoi aujourd'hui il y a une indécision qui traîne et pourquoi rien n'est mis en place. La réponse, elle est relativement simple. Oui, non, ça peut être non si c'est votre choix et vous l'assumerez politiquement. Mais ce qui est très compliqué pour aujourd'hui le monde économique, c'est d'être dans l'indécision, et je pense qu'on tombe là dans le travers que le monde économique reproche beaucoup à la politique, et c'est bien dommage. Alors, je vais reprendre depuis le départ. Cette agence d'attractivité, sa constitution est tombée en plein milieu psychodrame de l'affaire Ferrand du Barcarès, où le président de l'agglomération a décidé de mettre fin à l'ADE, dont M. Ferrand était le président, et de transformer ça, de fusionner ça dans une agence d'attractivité qui avait été l'idée de M. Ferrand. Il faut quand même rendre à César ce qui est à César, exactement. Et tout cela en même temps que la modification de la fameuse loi 4D, qui modifie substantiellement les données du problème,
puisqu'elles permettent à 3 communes de l'agglomération de récupérer la compétence tourisme. Une partie En de tout cette cas, une compétence. partie. Il se trouve que ces 3 communes, en l'occurrence Canet, Le Barcarès et Perpignan, ont tout de suite émis leur vœu de récupérer cette partie de compétences tourisme. Et donc, j'ai moi-même lancé l'idée de construire autour de l'image de Perpignan comment on appelle ça? Je ne vais pas dire une agence parce que nous n'avons pas la compétence économie. Donc, une agence de développement de l'image de Perpignan et pas d'économie. Parce que lancer une agence d'attractivité sans avoir les équipements touristiques d'accueil du tourisme, notamment d'affaires, c'est-à-dire le Palais des Congrès et le Parc des Expositions, de ne pas avoir l'animation touristique qui reste de compétence de la ville, de ne pas avoir les consulaires. Ce matin, j'étais encore en contact avec, manifestement, les consulaires ne veulent pas faire partie de cette agence d'attractivité. Ça pose quand même un problème de fond. Non, mais donc il faut le résoudre en prenant une décision. Ah, mais la décision, moi, elle est prise. J'ai dit qu'on ne participera pas à cette agence d'attractivité. D'ailleurs, on n'a pas voté le pacte on n'a pas signé le pacte d'actionnaires, et que nous travaillons activement aujourd'hui pour qu'on appelle ça une agence perpignanaise en janvier 2023. Mais ne fallait-il pas voter dans ce Conseil le fait que nous sortions dans ces cas-là du pacte d'actionnaires que nous avions signé et qui pour l'instant n'a pas été mis en œuvre? Non, non. C'est quoi ça? Je crois que si. Non. Mais moi j'attends aussi que l'AGLO règle ses propres problèmes. Donc Là on est vraiment face à l'impuissance du politique. Hein. C'est quand même assez criant. Oui, mais l'impuissance de la décision politique. Je regrette, mais la compétence économique n'est pas la ville, c'est l'AGLO. Alors, comme vous avez, vos amis à la tête de l'AGLO, c'est à vous à bâtir des choses. C'est pas une question d'amis, c'est une question d'efficacité pour le territoire. Il faut arrêter avec les amis, les ennemis tout le temps. Non, non, c'est une question d'amis. Vous raisonnez qu'en amis et ennemis, mais pas moi. Oui, d'accord. Moi, j'ai en charge les intérêts de la ville de Perpignan. Et la ville de Perpignan, elle a une attractivité culturelle, patrimoniale, touristique, et en plus 80% de l'activité économique se passe sur son territoire. On va dire qu'elle est contributrice nette auprès de l'agglomération. Il se trouve que nous avons eu un désaccord avec le président de l'agglo et que nous avons, nous, une stratégie établie pour développer les activités touristiques, culturelle, d'animation de la ville de Perpignan, sans passer sous les fourches codines d'entités supracommunales qui décideraient à notre place. Donc de ce point de vue-là, je mets fin à cette discussion et nous allons développer notre propre agence ou antenne, ce que vous voulez. Mais qui ne traitera pas d'économie, vous venez de le dire, alors c'est dommage. Oui, mais l'économie, moi je suis en contact avec les consulaires qui sont en charge, eux, de l'économie pour le coup, avec un certain nombre d'agences qui sont présentes sur notre territoire et qui développent leurs propres activités, je pense au nord, au sud et aux commerçants de centre-ville. Et puis, ça ne nous empêchera pas de collaborer avec l'agence d'attractivité de l'agglomération quand cette agence aura fixé des objectifs. Parce que pour l'instant, il n'y a aucun objectif à cette agence. On ne sait pas ce qu'ils veulent faire avec. Parce qu'il n'y a aucun débat entre personnes. Si, il y a des débats. Moi, je discute avec monsieur Villa depuis longtemps. Mais je remarque qu'il n'y a pas de débat non plus avec les consulaires, qu'il n'y a pas de débat non plus avec les agences de territoire, etc. etc. Donc on ne peut pas accuser Perpignan de ne pas faire, alors que pour l'instant, il y a un problème à l'agglo. Quand ce problème à l'agglo sera réglé, on avancera. Et moi, j'y mettrai évidemment... je ne suis pas contre a priori, mais je ne veux pas perdre de temps à des choses qui finalement ne me concernent pas et ne nous concernent pas. Et encore, on n'a pas fini avec l'affaire Ferrand. Pour moi, ça n'a aucun lien. Mais... Si, c'est un lien, je regrette. Car s'il n'y avait pas eu d'affaire Ferrand, ça aurait été une autre agence qui se serait créée dans un autre climat. Oui, mais c'était toujours le principe de l'agence qui ne comptait pas les hommes qui la composent. Ce qui compte, c'est l'efficacité de la structure et l'efficacité du projet. C'est pas vrai, parce que je me suis intéressé à la vie de ces agences territoriales. Regardez ce qui se passe à Lille.
évidemment c'est plus grand. Regardez ce qui se passe à Toulouse, évidemment c'est plus grand. Ce sont des agences bâties sur de véritables réseaux d'économie locale. Vous avez les équipements culturels, vous avez les équipements de tourisme, vous avez les équipements d'affaires, enfin, vous avez vraiment tout, une vraie synergie. Ici, pour l'instant, il n'y a pas les conditions de cette synergie. En revanche, Perpignan peut, parce qu'elle est une ville de plus de 100 000 habitants avec des outils considérables, développer sa propre image. C'est ce que nous allons faire. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des maires qui nous suivront. Et je suis persuadé qu'avec le président Villa, on trouvera un terrain d'entente pour sortir de cet imbroglio. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire à ce stade sur cette agence. Alors, sur la demande de subvention, je suppose qu'il n'y a pas d'opposition. Qui est contre ? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Nous pensons maintenant à l'opération... Ah oui, pardon, Madame Bertrand, Monsieur Ponce, Messieurs Guillaumont ne participent ni au débat, ni au vote et doivent quitter la salle. Alors c'est une affaire un peu complexe que les anciens élus connaissent, et c'est en quelque sorte le retour de la Chambre de commerce dans le dispositif ticket parking, tout simplement. Jusqu'en 2016, la CCI participait à hauteur de 25 centimes et assurait la gestion du stockage et de la vente, et la ville assurait 33 centimes, les commerçants 42 centimes. Donc en 22, c'est une somme forfaitaire qu'elle attribuera à la ville et qui gardera la gestion de l'opération. Voilà, ça redonne un peu, on va dire, d'oxygène, ou ça va redonner un peu d'oxygène, et ça met du lien entre la ville et la chambre consulaire et les commerçants, et je pense que c'est une opération positive pour tout le monde. Madame Brusy. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, on ne peut que se réjouir du retour de la CCI et on votera bien évidemment ce dossier. Et en même temps, nous remercions l'actuel président de la CCI qui était à nos côtés lors du mandat précédent. Merci, Monsieur le maire. Qui était à vos côtés, mais qui n'était pas... qui était à vos côtés au conseil municipal. D'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. On passe maintenant au projet 201. Monsieur Jean-Yves Gâteau, sur le NPNRU. Oui, bonjour Monsieur le maire, bonjour tout le monde. Donc je profite de prendre la parole à propos du NPNRU pour vous parler des avancées sur le NPNRU, sur les 3 quartiers. Donc en copie, le 4 mai, il y a eu une présentation des engagements de la municipalité pour produire les projets qui sont escomptés d'ici 2025. Nous allons commencer par l'aménagement de la rue de Lucia. Au 2e semestre de cette année, il y aura les travaux de requalification. Et dès 2023, nous allons lancer toutes les études pour relancer l'habitat sur les îlots qui ont été repérés, sur lesquels nous allons pouvoir avancer. Donc l'îlot Puitch, avec nous envisageons 27 logements sociaux, avec un nouvel opérateur et un bailleur social, 3 moulins habitat. L'îlot du Paradis, des études en cours également pour 15 logements sociaux avec le SHPM. L'îlot Fontaine-Neuve, donc celui qui est à proximité de l'université, où nous sommes en train de faire des acquisitions et des relogements pour nous prévoyons 15 logements. Et enfin, l'îlot qui s'appelle 3 RHI, qui est entre la rue Lucia et la rue du Paradis, où c'est l'OPH 66 qui lance des procédures de maîtrise d'ouvrage pour 14 logements sociaux. Donc voilà, nous allons avoir de grandes avancées d'ici 2025 sur le centre historique Saint-Jacques. Monsieur Parra. Oui, monsieur le maire, puisque nous parlons d'urbanisme et d'habitat, j'aimerais savoir quel est le nombre de permis de construire qui est délivré en ce moment. Parce que j'entends dire, mais ce sont peut-être des bruits qui sont inexacts, qu'il y aurait une véritable déficience de la construction dans notre ville. Si tel est le cas, c'est un signe péjoratif et il faudrait réagir. Pouvez-vous, à cet égard, me donner quelques explications?
sur le nombre, moi, je ne peux pas vous le donner, mais je veux bien vous répondre par écrit pour vous le donner. En revanche, j'assume totalement le fait d'avoir freiné considérablement un certain nombre d'opérations d'aménagement, en tout cas d'avoir demandé des précisions pour ne pas qu'ils se construisent n'importe quoi, n'importe où. Et j'en veux pour preuve un projet, moi, qui me paraît emblématique. Quand je suis arrivé aux affaires, l'affaire n'était pas faite, mais enfin, elle était en train d'être faite sur le terrain chef de bien, où un aménageur ou un promoteur, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, avait imaginé de produire des centaines et des centaines de logements dans un cul-de-sac, dans un endroit dangereux, pas loin du fameux passage à niveau qui va être l'objet d'une étude d'État, etc. Et donc effectivement, c'est le genre de choses que j'ai freiné en disant on peut voir autre chose, on peut faire autre chose, et ça nous évitera très certainement des problèmes pour le futur. Donc pour l'instant, je l'assume, ça va venir, mais j'ai demandé tout simplement des instructions plus longues. Mais voilà, c'est une volonté municipale, et ça, j'y tiens, à ne pas construire, et je le répète parce que c'est important, n'importe quoi et n'importe où, parce qu'il y en a eu. Voilà, c'est tout. Et notamment de construire du plus grand, des logements plus grands, plus adaptés pour éviter un certain nombre d'écueils dans certains quartiers, c'est tout. Mais j'espère que, effectivement, à partir, on va dire, de septembre prochain, un certain nombre d'opérations vont voir le jour. Simplement, il y aura eu plus d'études. Voilà. Et donc, je vais passer à la demande d'ouverture d'une enquête publique. Donc, le nouveau programme national de renouvellement urbain se poursuit à Perpignan avec une ambition renouvelée à la hauteur des enjeux. Même si des transformations sont visibles, le quartier accueille encore un habitat dégradé, avec des conditions de vie sociales, économiques et culturelles qui obligent à mener une action publique spécifique et soutenue de grande ampleur. Ce projet de renouvellement urbain, en appui du contrat de ville, a pour objectif d'améliorer la situation des quartiers prioritaires de la ville-centre en prenant en compte l'urgence sociale, la dégradation massive du bâti, les sentiments d'insécurité, le recul de l'attractivité commerciale et le déficit d'image. La convention NPNRU pluriannuelle a été signée le 9 janvier 2020. Perpignan Méditerranée Métropole est pilote du projet et la ville de Perpignan est chargée de sa mise en œuvre opérationnelle. Ce sont sur les secteurs Est et Ouest du projet que la ville de Perpignan a sollicité l'EPF d'Occitanie pour une intervention foncière. Une première convention opérationnelle a été signée en date du 15 octobre 2018 sur le périmètre des îlots 1, 2, 10 et 11 du secteur ouest. Une deuxième convention foncière le 23 août 2021 sur le périmètre des îlots 2 bis du secteur ouest et des îlots 1, 3, 4, 5 bis et 8 du secteur est. Dans le cadre de ces conventions, l'EPF d'Occitanie a pour mission d'acquérir le foncier identifié dans le périmètre par voie amiable, de préemption ou d'expropriation le cas échéant, en vue de mettre en œuvre le projet de renouvellement urbain. La ville et l'EPF ont identifié des éléments prioritaires pour une intervention foncière opérationnelle efficace. Détermination d'un échéancier d'intervention de l'EPF, phasé îlot par îlot, cohérent avec les différentes phases du programme d'aménagement en cours de contractualisation avec l'ANRU. Également, nécessité de construire un mode opératoire entre les services de la ville et ceux de l'EPF, permettant de procéder à des acquisitions d'immeubles systématiquement rendus libres de toute occupation, afin de pouvoir en assurer la sécurisation immédiate. En conséquence, un dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique en vue des acquisitions d'immeubles pour constitution d'une réserve foncière a été réalisé. Il concerne les îlots 1, 3, 4, 5 bis et 8 du secteur Est et 2 bis du secteur Ouest. Ce sont ceux que vous pouvez voir sur la diapositive. L'utilité publique est demandée par la commune de Perpignan et sollicitera auprès du préfet des Pyrénées-Orientales que son bénéfice soit au profit de l'EPF Occitanie.
C'est le projet de la délibération présentée aujourd'hui. Pas de questions? Sur ce sujet, vous annoncez que nous démarrerons au mois de septembre la requalification de la rue Lucia, notamment, pour continuer sur l'université, puisque nous avons eu des réunions avec le président de l'université et qu'il s'inquiétait beaucoup du délabrement d'une partie du quartier. Et nous allons même y greffer, notamment sur la place Rigaud, nous allons greffer un poste de police. Parce qu'effectivement, la situation dans ce quartier devenait plus qu'inquiétante. Et l'arrivée l'année prochaine de 1500 étudiants nécessitait quand même une intervention rapide, parce que voilà. Donc tout cela va être mis en place et nous serons prêts pour la rentrée. Et ça va changer. C'était une volonté, cette université de centre-ville, je vais dire, était une volonté commune, menée par l'ancienne municipalité, mais on l'avait soutenue, elle était dans nos programmes respectifs, etc. Maintenant, il faut la concrétiser jusqu'au bout. Et ce n'est pas une mince affaire dans ce quartier, en matière de requalification urbaine, de sécurité et de transport, et de parking, ça aussi. Donc, c'est quelque chose à laquelle nous attellerons, et je pense que nous serons en mesure de faire un point de situation au prochain conseil municipal pour préparer justement la rentrée de septembre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le dossier? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. On passe maintenant au dossier 202, Action Cœur de Ville. Madame Marion Bravo. Alors, Monsieur le maire, mes chers collègues, il s'agit de l'approbation des avenants à la Convention Action Cœur de Ville. Le plan Action Cœur de Ville engagé par l'État fin 2017 permet d'accompagner 222 villes dans la redynamisation de leur centre-ville. La ville de Perpignan fait partie de cette sélection. À cet effet, une convention cadre qui en prévoit les modalités de mise en œuvre a été approuvée par le conseil municipal du 20 septembre 2018 et signée par les partenaires le 26 septembre 2018. Cette convention cadre s'articule autour de 5 axes d'action d'ores et déjà identifiés. Axe numéro 1, de la réhabilitation à la restructuration. Axe 2, favoriser un développement économique et commercial équilibré. Axe 3, développer l'accessibilité, la mobilité et les connexions. Axe 4, une mise en valeur des formes urbaines de l'espace public et du patrimoine. Et enfin, l'axe 5, fournir l'accès aux équipements et services publics. À partir de septembre 2018, un diagnostic territorial a été réalisé avec des études spécifiques menées pour chaque axe, prévu à la convention cadre Action Cœur de Ville. Le 19 décembre 2019, un arrêté préfectoral a été pris homologuant la convention Action Cœur de Ville en convention d'opération de revitalisation du territoire. Le sigle, c'est l'ORT. Par délibération en date du 7 février 2020, la ville de Perpignan a approuvé l'avenant à la convention Action Cœur de Ville, valant opération de revitalisation de territoire et opération programmée d'amélioration de l'habitat renouvellement urbain, c'est-à-dire le PAERU, actant la fin de phase d'initialisation. Toutefois, l'avis consultatif du comité régional d'engagement, réuni le 25 novembre 2019, avait validé le projet d'avenant sous réserve de prendre en compte des ajustements. Ainsi, pour permettre de poursuivre les actions de l'EPAERU phase 3, arrivée à son terme le 14 mars 2020, une nouvelle convention au PAERU distincte de l'avenant Action Cœur de Ville a été mise en place. Cette convention de PAERU 2022-2025 ayant fait l'objet d'un avis favorable de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement le 17 juin 2020, a été signée le 25 juin 2020. S'inscrivant dans le programme Action Cœur de Ville, cette nouvelle opération est guidée par une autre approche, tout en poursuivant la lutte contre l'habitat dégradé. Le programme Action Cœur de Ville entend valoriser l'attractivité du centre-ville de Perpignan, essentiel dans l'équilibre territorial de la métropole.
En donnant ainsi priorité à l'action publique en faveur du centre-ville de Perpignan, le programme Action Cœur de Ville offre une visibilité nouvelle à ces quartiers. La redynamisation du commerce, l'accessibilité des espaces et des services, les mobilités renforcées sont autant de leviers pour améliorer son attractivité. Des choix forts ont conduit à installer ou pérenniser les équipements publics majeurs au centre-ville, à savoir par exemple l'extension du tribunal sur site, le théâtre de l'Archipel, le conservatoire de musique, le pôle universitaire, la médiathèque, etc. Dans le domaine de l'habitat, les études menées dans le cadre de la Convention Action Cœur de Ville révèlent un réel potentiel pour développer une offre en phase avec la demande. Habitat adapté, accession sociale à la propriété, habitat participatif, colocation, etc. sont autant de pistes que le nouveau dispositif rend prioritaires. Au-delà du centre-ville, Saint-Mathieu, Saint-Jean, L'Arial et Saint-Jacques, dans un périmètre légèrement revu pour intégrer des rues connexes. Cet OPARU inclut au nord le secteur Notre-Dame qui assure la jonction avec le quartier du Vernet. En conséquence, il a été nécessaire de mettre à jour l'avenant de l'opération de revitalisation du territoire qui intégrait initialement l'OPARU et de positionner ainsi la convention d'OPARU en annexe de l'avenant de la convention Action Cœur de Ville. Les adaptations demandées ayant été réalisées et le projet d'avenant à la convention Action Cœur de Ville ayant été validé lors du comité du pilotage du 9 juin 2021, il doit à présent être approuvé par le conseil municipal pour signature par monsieur le maire. C'est donc l'objet de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. On passe au dossier 3-01 sur la solidarité avec l'Ukraine. Pardon? Madame Sophie Blanc. Oui, je vous remercie. La ville de Perpignan s'est engagée pleinement dans l'accueil des familles qui ont fui la guerre en Ukraine et donc il est proposé d'appliquer une gratuité de la tarification en crèche et à la restauration scolaire aux enfants qui sont bénéficiaires de cette protection temporaire. Voilà, dans ce cadre-là, Perpignan s'associe à l'effort de solidarité qui est engagé par plusieurs collectivités telles que la région, PMM et le CIM. Des questions? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. On passe, Madame Sandrine Suche, le contrat de ville Perpignan-Méditerranée, l'avenant 2022. Monsieur le maire, mes chers collègues, cette délibération concerne donc l'avenant 2022 du contrat de ville Perpignan-Méditerranée Métropole 2015-2022. Le contrat de ville donc est un dispositif politique de la ville élaboré par divers partenaires. Il définit les piliers et les axes stratégiques et transversaux déclinés sur chacun des 9 quartiers prioritaires de la ville. La ville de Perpignan participera donc à 42 actions pour un montant de 200 000 €, actions déclinées de la façon suivante: sur le pilier cohésion sociale, 36 actions pour un total de 146 810, et sur le pilier développement économique emploi, 6 actions pour un total de 53 190. Je vous demande donc d'accepter cette délibération. Pas de commentaires. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. On passe au centre municipal de santé. Monsieur François Dussova, pour la modification des horaires. Une délibération relativement simple. Après avoir consulté le comité technique, nous nous sommes rendus compte que le volume de consultations était très faible entre 19h et 20h. Aujourd'hui, le centre municipal de santé est ouvert tous les jours jusqu'à 20h. Il vous est simplement proposé d'autoriser le centre de santé de fermer à 19h et non pas à 20h. Qui est contre? Monsieur Nougared. Ça tombe toujours sur vous, monsieur Dussova, c'est dommage. Non, je suis désolé, mais j'ai fait l'expérience juste avant d'arriver, d'aller sur Doctolib et d'essayer de prendre un rendez-vous médical au centre municipal de santé. Vous savez que le prochain rendez-vous pour voir un médecin généraliste, là, c'est dans 10 jours. Et dans 10 jours, il y a quelques créneaux, mais pas beaucoup, et dont un certain nombre qui sont à 19h. Moi, je veux bien qu'on dise, il y a une maison médicale de garde à l'hôpital qui est ouverte. Je ne sais pas si d'expérience, vous y avez été à 19h, je peux vous le dire, et je pense que je ne suis pas le seul ici, je l'ai déjà fait. C'est clairement pas l'endroit le plus agréable à 19h un samedi soir, ou un lundi soir d'ailleurs. D'autre part, vous nous expliquez, si je comprends bien la rémunération, qu'en gros,
c'est une économie de 420 € pour la ville. Ou c'est un coût de 420 € pour la ville. Non, On ne comprend pas très bien en lisant la coût. délibération. Pourtant, c'est clair. Donc c'est un coût de 420 € pour la ville. Bon, franchement, dans la situation actuelle du désert médical qui est devenu le centre-ville de Perpignan, je pense que c'est une mauvaise décision. Et je vais vous dire pourquoi, en plus, cette mauvaise décision, vous ne l'assumez pas totalement. Je ne sais pas si vous avez la curiosité, vous n'avez pas lu la délibération de A à Z comme l'ont fait vos prédécesseurs, mais lisez le petit paragraphe. Cette amplitude horaire mobilise du personnel pour assurer une permanence téléphonique et donc impacte les temps de coordination interne et externe nécessaires tant pour l'organisation du sévice, bon, ça je pense que c'était involontaire, que pour la mise œuvre de projets. Ces temps de concertation devant être planifiés sur des plages communes aux différents personnels. Quel charabia administratif pour justifier la fermeture et de la baisse d'un service de soins qui, franchement, au centre-ville de Perpignan aujourd'hui, est absolument nécessaire et doit être élargi au maximum. Je vous remercie de votre intervention, mais je ne suis pas certain, à vérifier, mais je ne suis pas certain qu'il s'agisse de la fermeture totale du centre de santé. Je pense qu'il s'agit de la fermeture, comme il était inscrit, des appels téléphoniques. À vérifier. Écoutez. C'est pas ce que vous faites, pardon. Bon. Bah, moi, c'est vous qui êtes au pouvoir, c'est pas moi. Hein. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. On passe au 402, le renouvellement du contrat de médecin. Sur le même sujet. Alors, sur le même sujet, toujours au centre médical de santé. D'ailleurs, oui, simplement pour vous répondre quand même, pour vous dire une chose. Aujourd'hui, je crois qu'il y a... Je vais vous donner les chiffres exacts. Je crois qu'il y a... Je vous le retrouverai. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, il y a 35 heures de consultation prévues. Il semblerait que, en stabilisant les 2 médecins, puisque le dernier n'est pas arrivé très récemment, on puisse passer à 75 heures. Voilà. Mais je ne suis pas spécialiste du centre médical de santé. Alors, concernant le deuxième médecin, nous avons nous avons voulu faire venir un deuxième médecin que nous avons recruté déjà la dernière fois, et le premier que nous avions, qui est sous contrat avec la ville depuis quelque temps, je ne sais plus quand, le premier médecin, en fait, son contrat venait à terme, il voulait simplement proposer de le renouveler. Il y a eu une vacance de poste qui a été demandée, aucun candidat statutaire ne s'est présenté, nous proposons donc de reprendre le médecin qui était déjà en poste. Moi, si je lis la délibération, je lis pas ça, mais peut-être que c'est moi qui sais pas lire, ou que c'est effectivement autre chose, c'est possible. Clairement, si je lis la délibération, il y a écrit qu'auparavant, il y avait 2 médecins, qui étaient chacun à temps plein, qu'un des 2 médecins a souhaité renouveler son contrat à 25 heures, et que donc on demande au conseil municipal... Son contrat était à terme. Non, mais que son contrat soit à terme, là n'est pas la question. La question, c'est qu'on avait un médecin qui avait un contrat qui le poussait à recevoir des patients 35 heures par semaine. Et vous nous dites maintenant, on va acter le fait qu'il y aura un médecin qui recevra des patients 25 heures par semaine. Nous croyons là aussi que c'est une mauvaise idée. Et si, encore une fois, l'expérience montrait que ces médecins n'avaient pas de patients ou que ces médecins n'étaient pas attendus, ce ne serait pas un problème. On vous dit que le volume horaire passe de 35 à 75 heures. Mais c'est pas ce qui est écrit dans la délibération. Dans la délibération, il y avait 2 médecins à 35 heures, il y en a un à 35 et maintenant un à 25. Ça ne peut pas faire 70 ou 75. Eh bien, on vous donnera des explications. Donc nous, on est contre toute fermeture de postes de médecins qui me semble aujourd'hui catastrophique pour la ville. Personne ne dit qu'on ferme des postes de médecins. Enfin, on renouvelle un contrat. De quel... Ah ben écoutez, juste pour... C'est un peu long, excusez-moi. Donc juste pour clarifier d'autres choses sur le métier de médecin. On connaît tous l'histoire des médecins de campagne qu'on avait à l'époque dans les villages et autres, qui travaillaient plus de 70 heures, qui travaillaient d'arrache-pied, qui étaient partout, qui faisaient des centaines et des centaines de milliers de kilomètres. Allez voir à la fac de médecine maintenant, demandez à ces jeunes médecins qui arrivent sur le marché s'ils veulent travailler comme leurs parents ou leurs grands-parents. Vous serez très surpris. Ils ne veulent plus être leur esclave. Laissez-moi parler, monsieur le gars. Ils ne veulent plus être leur esclave de leur travail. Et maintenant, ils ne sont plus du tout
ils n'ont plus cette envie de faire comme ils faisaient, se tuer justement ces membres de la famille qui faisaient ces tournées, mais invraisemblables. Donc c'est vrai que cette nouvelle génération veut travailler un peu plus court, donc des contrats de 35 heures. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, c'est la nouvelle génération, et malheureusement, on fait avec. Voilà, merci beaucoup. J'allais poser justement cette question parce que j'allais demander si c'était pas parce que les médecins voulaient plutôt finir à 19h qu'à 20h pour la première, ou que le médecin ne voulait travailler que 25 heures, parce que c'est ce qui est écrit dans la délibération. Alors, vous vouliez deux délibérations. Juste, monsieur Vous vouliez deux Dussoba, délibérations. J'ai une grosse Monsieur difficulté Dussoba, dans ce dossier. Je veux juste terminer ma phrase et je ne vous interromprai pas. Donc, ma première question, c'était est-ce que ça vient pas du médecin? Et deuxièmement, par contre, c'est que vous avez dit que ce n'était pas, que ce que vous alliez faire, ce n'était pas ce qui était écrit dans la délibération. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais si c'est, enfin, c'est du moins, c'est exactement ce que vous avez dit. Donc là, par contre, ça devient plus gênant. Et je vous dis juste que si jamais non, c'est ce n'est pas ce que vous avez, si jamais c'était le cas, on verra. Mais si jamais c'était le cas, il faut quand même veiller à ce que, effectivement, ce qui est écrit dans la délibération soit véritablement ce que vous nous faites voter quand même. C'est la seule observation que je voulais vous faire. Les raisons pour lesquelles le médecin passe de 35 à 25 heures lui sont totalement personnelles. Je ne peux pas les exposer ici, voilà, je ne vais pas les exposer en public. Il y en a. Mais qui sont totalement... c'est pas du tout nous qui lui avons demandé. On a... Madame la directrice, qui a très bien travaillé sur ce dossier, a essayé de voir, mais lui-même ne le souhaite pas. Voilà. J'en profite. Bon, l'affaire est close, on va voter, mais... Oui. Et on enverra des explications plus détaillées à M. Nougared, qui j'espère, fréquentera le centre de santé plus que... Ben oui. Mais tous, oui. Pour alerter l'opinion sur l'état de l'hôpital de Perpignan. Hier, j'ai reçu le directeur de l'hôpital pour un projet intéressant qu'il a. Et au détour des conversations, ce qui est en train de se passer est gravissime, puisqu'on l'entend dans l'actualité à Grenoble, à Bordeaux, à Montpellier, etc. Mais en fait, nous l'avons à Perpignan. Alors, ça fait pas la une du quotidien local qui préfère s'occuper des poubelles à roulettes dans certains quartiers, ce qui est vertueux, hein, j'en conviens, et qui sont d'ailleurs du domaine de l'agglo. Mais en revanche, sur ce qui se passe à l'hôpital, on ne lit pas grand-chose, et ça mériterait vraiment qu'on s'y intéresse. Pénurie d'urgentistes, des lits fermés, faute de personnel, des personnels qui démissionnent et qui s'en vont. Et je ne parle même pas des personnels qui ont été sanctionnés parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. En dehors de ça, de ce problème spécifique. Mais aujourd'hui, l'hôpital public, même si le directeur, évidemment, n'utilise pas ces mots, je les ai pris dans la dernière version du quotidien des médecins, etc., est dramatique. Et nous allons cet été vers des problèmes dans les urgences. Le docteur Pelou, la figure médiatique des urgentistes, a alerté, j'ai vu hier ou avant-hier, nous aurons le cas à Perpignan. Et j'alerte l'ensemble des acteurs du milieu hospitalier, mais aussi du milieu politique, qui va de tout le spectre des Républicains en marche aux marcheurs en République, on ne sait plus, mais enfin c'est comme ça, et à la France insoumise, etc. Bref, attention, voilà. Et je pense que le député du coin, qui est un ami de M. Macron, en l'occurrence M. Romain Gros, aurait mieux fait, plutôt que de ne rien faire, de s'occuper de ces choses-là pendant son mandat. Malheureusement, il ne l'a pas fait, ni M. Véran avant, ni le reste, et aujourd'hui, cette situation est en train de nous exploser à la figure. Donc moi, j'alerte l'opinion sur l'état de l'hôpital de Perpignan, et je serai le premier à monter au créneau avec le personnel hospitalier qui aussi m'a contacté récemment pour dénoncer un certain nombre de dérives purement financières qui, aujourd'hui, est en train de pallier les carences d'un système hospitalier qui a été, on va dire, mal géré depuis maintenant une trentaine d'années et qui, aujourd'hui, est à bout de souffle. Voilà. Donc, c'est l'occasion de parler de cela. Monsieur Nougared. Juste une intervention très courte. On ne peut que partager une partie de votre diagnostic, oui. que vous posez d'autant plus librement que, sauf erreur de ma part, vous êtes membre du conseil d'administration de cet hôpital, donc mieux placé que nous pour agir vis-à-vis de lui.
Mais permettez-moi quand même de relever la petite incohérence de tenir ce discours-là et en parallèle de fermer 1 heure de médecine de ville en disant aux gens c'est ouvert à l'hôpital à partir de 19h. On ne ferme pas 1 heure de médecine de vie, ça c'est le premier point. La deuxième chose... vous la fermez, monsieur le maire. Puisque vous parlez... Attends. Puisque vous... Non mais ça on répondra par écrit, au moins il n'y a pas de problème. Vous l'avez voté, donc c'est fini. Sur le conseil d'administration de l'hôpital, et pour la première fois, jusqu'à présent, le maire était président du conseil d'administration de l'hôpital. Par une manœuvre purement politique et politicienne menée, oui, d'accord, par M. Castex, le maire de Perpignan n'est pas le président du conseil d'administration de l'hôpital. Et c'est d'ailleurs curieusement, au demeurant quelqu'un de très bien, une ancienne élue municipale de la majorité dans l'opposition qui est devenue présidente du conseil d'administration. Voilà, Madame Puigali. Mais voilà un peu l'état de la démocratie en France, toujours par les mêmes et toujours par ceux qui donnent des leçons à longueur de journée à la télévision. Mais au moins, c'est face à la caméra et les Perpignanais l'entendent. Voilà. Alors, qui est contre? Alors, c'est qui parle? C'est la République en marche ou la marche en République? Monsieur le maire, c'est Madame Brusy qui parle. Juste par rapport à ce sujet, étant donné que Brigitte Puigali, vous doutez bien que nous la connaissons bien, étant donné qu'elle était effectivement dans la majorité dans le mandat précédent, moi ce que je vous propose, c'est si vous n'avez pas eu une réunion sur ce sujet avec elle, c'est que nous fassions une réunion tous les trois sur ce sujet. Si vous estimez, sur le sujet de l'hôpital, si vous estimez que Brigitte Puigali, en tant que présidente du conseil d'administration, mais ne fait pas suffisamment de choses, à ce moment-là, on fait une réunion tous les trois et on évoque tous ces sujets. Je suis d'accord. Comme vous l'avez dit, Madame Puigali fait beaucoup et a été énormément appréciée dans le travail qu'elle a fait, raison pour laquelle elle est présidente du conseil d'administration. Je suis tout à fait d'accord pour faire une réunion avec vous et Madame Puigali. Parce que vous êtes 2 élus tout à fait courtoises et j'ai pas de souci avec vous. Mais là, c'est pas un sujet d'une réunion à 3. Oui. C'est un sujet d'un débat démocratique par un gouvernement. On est d'accord. Et le débat va avoir lieu. On est d'accord. Le débat aura lieu, monsieur le maire. Mais le débat, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aura lieu dans d'autres enceintes, puisque ici, nous sommes là pour le Perpignan. L'hôpital, les effectifs, c'est pas le conseil d'administration, c'est la politique de santé de l'État. Et sur ça, ça devient dramatique. C'est tout ce que je dis. Et c'est pas qu'ici, la preuve. Mais nous partageons ce constat, monsieur le maire, donc il n'y a pas de sujet. Voilà, qui est contre? Ah, monsieur Dussopt souhaite des précisions. Je ne suis pas contre. D'accord. Non, simplement, Madame Brusy, sur cette histoire de modification des horaires de... Madame Brusy, sur cette histoire, parce que vous m'avez... Voilà. Quand on lit le texte, et vous m'avez reproché de dire autre chose que ce qui est dans le texte, il n'est jamais dit que le volume, le temps de consultation diminuerait. Aujourd'hui, ce qui diminue d'1 heure, c'est l'ouverture du centre médical de santé. Aujourd'hui, oui, mais les médecins ne font pas... Alors attendez, puisque vous qui adorez les chiffres, le centre médical de santé... Non, c'est pas elle qui adore les chiffres, c'est M. Nougarin. Aujourd'hui, le centre médical de santé est ouvert de 8h à 20h. De 8h à 20h, un médecin, c'est pas vrai, sur tous les jours, qui consulte de 8h à 20h tous les jours. Ce sont les horaires d'ouverture du centre médical de santé, c'est-à-dire des standardistes. Voilà. Donc ça, c'est... Et il n'est pas dit ailleurs, là-dedans, que sur l'ensemble de ces plages horaires, les médecins consultent. Donc ce qui est proposé, c'est simplement que les standardistes ne répondent plus au téléphone entre 19h et 20h. Le volume horaire des médecins, de toute manière, ce sont des médecins qui sont contractuels et leur volume horaire, je vous l'ai dit, a augmenté. Voilà. Bon, alors qui est contre? Allez, merci. Non, mais on a déjà voté. Qui s'abstient? Allez, ça va. Sur ça, on a voté non, le 402, non. La 402, non. Mais si, ils ont voté contre. La 402? Non. La 402. Alors, contre ou abstention? Contre. Ok. Et on en verra des explications plus détaillées. Oui. Allez. Nous on passe au dossier suivant, sur la sécurité, Madame Sophie Blanc. Oui, il s'agit d'une demande de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance afin de sécuriser les établissements scolaires.
C'est une demande d'un montant de 96 976 € qui correspond à 80% de la dépense. Qui est contre? Qui s'abstient? On adopté à l'unanimité. On passe maintenant au dossier culture et patrimoine de Mme Chantal Gombert. Ne participe ni au débat ni au vote du point 6.01 au point 6.10 et quitte la salle. Attendez, je vais dire, parce qu'il y a toute une liste et je me demande s'il va rester quelqu'un dans la salle. Alors, messieurs Alliot, Bonnet, Fourquet, Guillaumont, Marion Bravo, Jacques Palassin, Anaïs Sabatini, Charles Pons, Christine Rousseau-Dany, Gérard Rénal, Ducassi, Mayol, La Liberté, Molly, Parra ne participent ni au débat ni au vote et doivent quitter la salle. Faute de combattants, combien il va en rester dans la salle? Hein? Je sais pas. Entre les absents et le reste, il n'y a que pour celui-là. Je suis pas sûr qu'on ait le quorum, mais on va faire comme ça. C'est ça. Allez, on va essayer de faire vite. C'est du soir. C'est bon? Allez, donc sur ces deux dossiers concernant Visa pour l'image, donc il vous est proposé une convention entre la ville et la régie du Palais des Congrès. Donc la régie du Palais des Congrès met son appui logistique et la ville rembourse une somme de 54 000 € au profit donc, de la régie du Palais des Congrès pour ces choses qui sont mises à la disposition de Visa. À noter que la somme de 54 000 € est la même que celle qui a été versée en 2018, 2019 et 2021. Qui est contre? Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. À la suite d'un départ en retraite, une nouvelle personne a été positionnée auprès de Visa pour l'image, donc une convention de mise à disposition du personnel. Vous avez la convention normalement en pièce jointe, vous voyez qui c'est, vous avez tous les éléments. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On peut faire rentrer, puisque c'est Monsieur Bonnet qui présentera la délibération suivante. Juste une remarque, Monsieur Dussoba, il n'y a aucune pièce jointe et aucune convention liée au dossier. Il faut aller les consulter, moi je l'ai eu. Voilà, excusez-moi. Donc le monsieur le maire revient de suite. On va continuer le conseil municipal. Donc nous en passons. Donc on était sur Visa, la 603 et la 603. Je vous le donne dans 1000. C'est ici. C'est monsieur Bonnet. Vas-y André. Bien, monsieur le maire, mes chers collègues, nous allons évoquer la convention de partenariat comme chaque année avec le Festival Radio France Occitanie Montpellier. Pour l'été 2022, la ville de Perpignan et le Festival Radio France souhaitent collaborer cette année encore pour organiser un concert qui se tiendra cette année le 19 juillet dans le cadre du Festival Radio France à l'église des Carmes à Perpignan. J'en profite pour vous préciser que ce nouveau lieu d'exception à redécouvrir par l'ensemble des Perpignanais est en cours d'achèvement des travaux pour pouvoir accueillir donc en son sein toute une série de manifestations, dont un nouveau festival flamenco qui se tiendra du 16 au 20 août. L'Institut Jean Vigo organisera à partir donc du mois de juillet, à raison de 2 fois par semaine jusqu'à la mi-août, des projections de cinéma en extérieur, et nous aurons également 2 concerts d'exception, un soir à Vienne et The King Singer les 17 donc, et 19 juillet dans ce lieu.
À cet effet, il est nécessaire de conclure une convention entre la ville de Perpignan et l'association du Festival Radio France Occitanie pour l'organisation du concert du 19 juillet qui définira les engagements respectifs pour l'accueil de ce concert. En conséquence, je vous propose d'approuver la conclusion d'une convention entre la ville de Perpignan et l'association Radio France. Y a-t-il des questions ou des observations sur cette délibération? Monsieur Antonati. Jean-Luc. Oui, c'est une très bonne chose que le sol de l'église des Carmes soit réalisé, parce que ça permettra à tous les Perpignanais, même au-delà, de redécouvrir cette immense église des Carmes qui avait explosé quand les Allemands sont partis en 1945, puisque ça servait de dépôt de munitions. Donc voilà, une très belle chose. La toiture n'est pas refaite, mais donc ça sera un très beau concert avec Sous les étoiles. Concert voilà. Sous les étoiles. Donc on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. André, la 604, s'il te plaît. Alors, la 604, il s'agit d'une délibération concernant le festival de musique sacrée avec une demande de soutien donc au festival dans le champ de la création artistique auprès de la direction régionale des affaires culturelles. En effet, suite aux états généraux des festivals qui s'est tenu dernièrement via le ministère de la Culture, celui-ci s'engage en faveur des festivals identifiés comme des acteurs importants et permanents de la vie culturelle, facteurs d'attractivité et de développement des territoires. Dans ce cadre, le Festival de musique sacrée répond aux critères d'éligibilité. Afin d'aider la ville qui a organisé ce festival, il est donc proposé de solliciter la DRAC pour l'attribution de subventions, évidemment les plus élevées possibles dans le cadre du dispositif que je viens d'évoquer, soutien au festival dans le champ de la création artistique. Y a-t-il des observations? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. On passe au dossier 605 et M. Casagrand ne participe ni au débat ni au vote et doit quitter la salle. Il n'est pas là. Donc merci, c'est plus facile. Monsieur le maire. Comme chaque année, donc, il s'agit d'évoquer donc le festival musique sacrée, le festival international du disque et de la bande dessinée, et il est question aujourd'hui de la convention triennale d'objectifs entre la ville et cette association. En application de cette convention qui vous a été remise, la ville de Perpignan versera en 2022 à l'association une subvention d'un montant de 45 000 € lui permettant de mener à bien la réalisation de l'ensemble de la manifestation. Pas d'observation? Pas d'observation particulière. Adopté à l'unanimité. Vous remercie. Alors, on passe au dossier 6. Alors, le dossier suivant est, comme l'année dernière, l'appel à projet pour des résidences d'artistes au théâtre municipal Jean-Dupère Cerda, avec l'ambition de soutenir les compagnies et les artistes des Pyrénées-Orientales. Ces résidences s'inscrivent dans le cadre de la charte de coopération culturelle établie entre la ville et font partie d'une dynamique globale de développement des pratiques culturelles. Le théâtre municipal est mis à la disposition de 5 équipes artistiques sélectionnées sur l'une des périodes de résidence d'une durée de 6 jours, comprise entre septembre 2022 et juin 2023. Les résidences ne sont pas rémunérées, mais bénéficient d'une aide financière forfaitaire pour les frais de transport, de restauration et d'hébergement pour la période des 6 jours, à savoir 2 000 € pour les compagnies domiciliées en région Occitanie hors du département des Pyrénées-Orientales et 1 000 € pour les compagnies domiciliées dans notre département. Des observations? Pas d'observation. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. On passe au dossier 608. Alors, le dossier 608, donc en 3 points. Il s'agit donc de convention de prêt à usage ou commodat des barques catalanes qui appartiennent à nos collections de la Casa Peyral, le conseil départemental des Pyrénées-Orientales et différentes associations. Alors la première, c'est l'association
Gragnotarem pour la barque dénommée Libre Penseur. Afin de fixer les engagements respectifs de chacune des parties, il est nécessaire de conclure une convention de prêt à usage entre la ville de Perpignan et le conseil départemental. Le conseil départemental s'engageant quant à lui à mettre à disposition de l'association la barque Libre Penseur en état de flottabilité pour que celle-ci soit conservée à flot et valorisée auprès de tous les publics. Y a-t-il donc des observations pour cette première délibération? Pas d'observation. Je passe à la seconde. Oui. Qui est l'association Bonanza pour la barque dénommée La Mouette. Même dispositif que pour la précédente. Le conseil départemental donc s'engage à mettre à disposition à l'association la barque La Mouette en état de flottabilité pour que celle-ci soit conservée à flot et valorisée auprès de tous les publics. Donc, et la troisième, c'est la barque dénommée Bel Ange. Donc cette barque dénommée Bel Ange, c'est l'association Confrérie des pêcheurs et défense des traditions et des cultures catalanes qui en a donc la responsabilité. Donc le département s'engage à mettre à disposition de l'association cette barque également en état de flottabilité. Pas d'observation particulière. Pas de remarques. Adopté à l'unanimité, on passe au dossier 609. Alors, le dossier 609, il s'agit donc de la bibliothèque numérique de référence pour les années 2020-2023, demande de subvention auprès de l'État pour l'année 2022. Mes chers collègues, le programme des bibliothèques numériques de référence a été lancé en mars 2010 par le ministère de la Culture dans le cadre de 14 propositions pour le développement de la lecture. Suivant le schéma directeur de la lecture publique, la coopération numérique portée par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, après la première étape de mise en réseau informatique qui s'est déroulée de 2016 à 2019, une deuxième étape est proposée pour une structuration du réseau, le développement des services numériques et la valorisation du patrimoine écrit exceptionnel conservé à la médiathèque de Perpignan. Par délibération du conseil municipal du 7 février 2020, a été approuvé le projet de bibliothèque numérique de référence et son financement pour les années 2020-2023 pour le coût global estimé à 487 000 €, à savoir 302 000 € pour Perpignan Méditerranée Métropole et 185 000 € pour 4 ans pour Perpignan. Dans le cadre de ce projet bibliothèque numérique de référence au titre de l'année 2022, nous prévoyons pour la ville les 3 opérations suivantes pour un montant de 24 402,93 €, équipement de matériel numérique 17 190, acquisition de documents 3 537 et numérisation des collections des bibliothèques de lecture publique 3 675. Je vous propose donc d'approuver la participation de la ville au programme de la bibliothèque numérique de référence, de solliciter les aides financières afférentes auprès de l'État au titre de la DDG Bibliothèque pour un montant estimé de 24 402 € et d'autoriser évidemment le maire à signer tout document utile en la matière. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. On passe au festival Live au Campo. Festival Live au Campo. Il s'agit donc d'une convention de partenariat entre la société Olympia Productions, l'organisation de l'édition 2022 du festival. Mes chers collègues, voté lors de notre conseil municipal du 3 février 2022, la délibération portant sur la convention de partenariat entre la ville et cette société pour l'organisation de l'édition 2022 du festival a, lors de sa rédaction, fait l'objet d'une malencontreuse erreur matérielle concernant notamment la mention du nombre de soirées prévues pour l'édition 2022. En effet, il a été mentionné que la ville a décidé de soutenir l'organisation 2022 qui se déroulera durant 10 soirées du 20 juillet au 4 août au lieu de la ville de Perpignan a décidé de soutenir l'organisation de l'édition 2022 qui se déroulera durant 6 soirées, non pas 10, 6 soirées au moins du 20 juillet au 4 août.
Cette mention ainsi rectifiée dans la rédaction de la délibération de la convention, il est proposé d'annuler, de remplacer la précédente et d'approuver celle-ci. Pour rappel, cette convention de partenariat entre la ville et Olympia Productions fait l'objet d'une attribution de subvention de 150 000 € pour le festival. Donc, très rapidement, je vous redonne les dates qui ont été proposées. Donc, 7 dates au final. Mika le 20 juillet, La Marche Bleue le 22 juillet, Mélodie Garbeau le 23, MC Solar le 24, Christophe Mahé le 26, Hubert Félix Stephen le 27 juillet et le 29 juillet, Kimber Rose et Beth A. Voilà. Je vous demande donc d'approuver la conclusion donc, de cette délibération modificative. Y a-t-il des observations? Pas d'observations. Je vous remercie. Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. On passe maintenant aux réfections des façades de l'hôtel PAMS. Monsieur Charles Ponce. Quel 601? Mais on l'a passé, on l'a voté, Jacques. À 6 €, il n'y a aucun souci. C'est qu'on est tous sortis. Donc, effectivement, comme disait tout à l'heure Monsieur le maire, quand on parlait de la rue Louis-Lucia, pardon, veuillez m'excuser, dans la continuité, nous voulons lancer une grande opération de rénovation de façade de l'hôtel PAMS. Parce qu'on peut se dire entre nous, elle est quand même sacrément dans son jus. Donc ce serait bien justement qu'on fasse une demande de subvention pour refaire toute cette façade. Donc nous faisons la demande auprès de la DRAC, de la région, du département. Le coût des travaux est de 1 028 000 € et des poussières. Donc nous vous demandons d'accepter cette délibération. Question? Monsieur Antoniazzi. Je reviens sur ce que j'avais dit sur la rue Lucia et puis la façade de l'hôtel particulier des Sagarrigues, c'est-à-dire le Muséum d'histoire naturelle et puis l'hôtel PAMS. En rénovant tout ce quartier, est-ce qu'on enlève bien les consoles en fer forgé, enfin les consoles des fils électriques qui sont encore sur les façades rénovées de l'hôtel de Sagarrigues, le Muséum d'histoire naturelle? Voilà. Et que ne pas oublier d'enlever ces consoles rouillées qui comportent les fils électriques comme les partitions de musique. Voilà, j'espère que tout est... Après, vous savez, on a des conventions avec Enidis et malheureusement, malheureusement, même quand vous rénovez une façade, vous êtes obligé, vous le voyez de toute manière, vous voyez ces gros câbles qui passent. Alors c'est un peu plus esthétique, mais malheureusement il y a des câbles qui passent, mais ce sera plus tous ces fils électriques qui pendouillent un peu partout. Oui, mais justement avec la convention d'Enedis, par exemple dans les rues Grande Larial, etc., ils ont décidé, maintenant Enedis a décidé de les mettre sous terre. Alors oui, alors ça, voilà, au lieu de les faire... Ça c'est mon rêve absolu d'enterrer tous ces câbles électriques. Ça commence, ça commence. Donc il faut le faire aussi pour la rue Païra, rue Lucia, pardon, mais ça coûte... Émile Zola. Ça coûte une fortune, mais bon. Oui, mais sur des façades qui sont inscrites au monument historique. On se bat avec Enidis. D'accord. Très bien. Non, mais c'est le souci de faire tout en même temps. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, mais on vous répondra avec plus de précision sur ce sujet-là. On passe au dossier suivant. Le 6. Non, plutôt on passe au sport avec Monsieur Ménard et le 701. Merci. Donc, première délibération, c'est une demande de subvention pour la réhabilitation de la piste d'athlétisme du Parc des Sports, qui a été réalisée en 1995, mais qui n'a pas été entretenue. Donc, elle est vieillissante et ne répond plus aux normes en vigueur. C'est un projet d'environ 1 200 000 €. Et donc, on demande des subventions à l'ANS, à la région et au conseil départemental. Pas d'observation. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Le 702. C'est une demande de subvention auprès de l'ANS, de la région et du département également, pour la conception et la réalisation d'un pub track au Parc des Sports. Donc c'est des nouvelles pratiques qui se développent et donc on souhaite créer un outil qui se développe un peu partout dans le département et donc il nous en faut un aussi. Pas d'observation. On passe au 703. 703, convention de partenariat entre la ville et l'association Karcharias Boxing pour le gala de boxe du 11 juin 2022. Donc c'est une subvention de 25 000 € pour un gala avec plusieurs combats, un gala habituel, quoi. Pas d'observation. On passe au dossier suivant, le 704. Monsieur Charles Ponce. J'ai écrit 705 sur le c'est une erreur.
Donc l'association, c'est une convention entre la ville de Perpignan et l'association Automobile Club du Roussillon pour la réalisation d'une manifestation qui s'appelle Roue Libre, c'est l'avenant numéro 2. Comme vous le savez, il y avait une convention qui était passée avec l'ancienne équipe municipale pour créer un super événement dans le centre-ville de Perpignan où il y aura des parades de voitures anciennes, il y aura aussi des voitures électriques. Donc c'est une magnifique manifestation qui va se dérouler sur la ville de Perpignan. Malheureusement, avec le Covid, elle n'a pas pu avoir lieu en 2020, veuillez m'excuser. Pareil en 2021. Cette fois-ci, c'est bon. Donc nous vous demandons de leur reverser la seconde subvention qui manquait, c'était 15 000 €. En tout, ce sera une subvention totale de 30 000 €. 15 000 qui ont été versés déjà en 2019 et 15 000 que nous reversons maintenant. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. On passe au dossier 7.5. Donc il s'agit de la convention de partenariat entre la ville et la SASP Saint-Estève Méditerranée, donc les Dragons catalans, pour la réalisation des missions d'intérêt général pour la saison sportive 2022. Et donc on propose un vote d'une aide de 45 000 € pour ces MIG. Adopté. On passe au dossier suivant, le 7.06. Donc il s'agit de la convention d'occupation du domaine public pour le stade Aimé Giral. Donc en fait, il y a eu des travaux, l'installation de nouveaux écrans LED positionnés dans les angles, la sonorisation, des moniteurs dans les loges, un système d'éclairage LED. Et donc il fallait mettre à jour l'évaluation des domaines sur le coût de ce stade. Et donc il fallait faire un avenant pour mettre à jour tout ça. Non, pas d'observation. On passe au dossier suivant. Au 7.07. Alors, il s'agit de la convention de partenariat entre la ville de Perpignan et l'association Roller Derby pour la saison 2021-2022. Et donc, on propose une subvention de 600 €. Adopté. On passe au suivant, 7.08. Convention de partenariat entre la ville de Perpignan et l'association Pentathlon Moderne Perpignan-La Catalane donc pour la saison sportive, pour l'année sportive 2022. Et donc, on propose une subvention de 20 000 €. Pas d'observation. Adopté. On passe au 7.09. Convention de partenariat entre la ville et l'association Aqua et Synchro pour la saison 2021-2022. Et on propose une subvention de 15 000 €. Pas d'observation. On passe au dossier suivant. Convention de partenariat entre la ville de Perpignan et l'association Perpignan Les Rois de la Tête. Donc c'est un club d'échecs. On propose une subvention de 3 500 €. 2 000 € pour le fonctionnement et 1 500 € pour l'organisation d'un festival international. Pas d'observation. On passe au dossier suivant. Convention de partenariat entre la ville de Perpignan et l'association Phoenix Perpignan Baseball Club. Donc pour l'année 2022, c'est une subvention de 6 000 €. Pas d'observation. On passe au dossier suivant. Convention de partenariat entre la ville de Perpignan et l'association Saint-Estève 13 Catalan pour une subvention de 120 000 €. Pas d'intervention. On passe au dossier suivant. Convention de partenariat entre la ville de Perpignan et l'association Gymnique Perpignanaise pour la saison 2021-2022 et on propose une subvention de 1 000 €. Pas d'observation. Et dernier dossier, convention de partenariat entre la ville et l'association Gymnastique Rythmique Perpignan pour l'année 2022. Donc c'est un nouveau club qui est arrivé en début de saison dernière, avec des bons résultats en plus. Donc on propose une subvention de 5 000 €. Pas d'observation. Si, monsieur Nougaret. J'ai une inquiétude, mais peut-être qu'on peut la traiter juste après avoir voté. Ah. Alors, on va la voter. Qui est non, contre? j'ai rien contre la GRS. Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Alors, observation. Oui, monsieur Ménard, vous allez lever cette inquiétude, j'en suis sûr. Vous aviez, au mois de janvier dernier, il y avait eu quelques échos dans la presse du fait que l'Agence de développement économique vous avait refusé une subvention pour un festival de paddle qui doit avoir lieu à Perpignan, si j'ai bien compris, à partir du mois de juin, je crois, autour du 20 juin. On vous avait déjà fait la remarque un certain nombre de fois du fait que ce n'était pas forcément très agréable pour nous d'être amenés à voter des subventions après que les événements aient eu lieu. Là, on a étudié tous les dossiers du sport et il n'y a rien sur le paddle qui commence avant le prochain conseil municipal. Donc, soit le tournoi n'existe plus, soit vous allez nous refaire le coup d'habituel.
Alors, on a eu des retours des services, on avait des petits soucis administratifs, donc ça a pris un peu plus de temps. Donc, on est en train de régler le problème. Donc, effectivement, si on doit la passer la prochaine fois, on va devoir la passer en même temps que le paddle. C'est de l'administratif, c'est des lenteurs, c'est de l'analyse du dossier qui a pris un peu plus de temps, et donc on a pris plus de temps que prévu pour le régler. Vous aviez présenté la subvention à l'ADE, votre dossier n'était pas bouclé. C'est pas nous qui présentions le dossier, c'était l'association. Oui, d'accord. Donc mais après l'ADE a voté quand même une partie 1500 € si je me la rappelle moitié bien. ou quelque chose comme ça. Ouais. Bon, mais nous voterons a posteriori. Comme on a essayé, mais voilà, des fois il y a des considérations qu'on ne peut pas maîtriser. On passe au dossier 801 sur le fonds de concours et une demande de modification de la convention 2019, deuxième part, à PMM. Pas d'observation. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. On passe au dossier 901. Donc c'est la concession, c'est une DSP de service public sur nos petits brocanteurs, mignons comme tout et charmants, boulevard Wilson et autres. Donc la convention arrivait à son terme, nous avons relancé une DSP, nous avons fait une consultation et vous avez le nouveau lauréat pour organiser toutes ces manifestations. Avez-vous des questions? Monsieur Lagarde. Juste, pardon, une petite question, parce que donc, si on a bien compris, vous avez donc sélectionné une organisation, une association qui n'a pas de lien très direct avec le territoire ici. Vous l'avez fait contraint et forcé, puisque c'était la seule offre qui avait été déclarée recevable. Pourquoi n'avez-vous pas, dans la logique d'essayer de faire travailler un peu plus le terrain, pourquoi n'avez-vous pas déclaré le marché sans suite pour des motifs d'intérêt général, avec l'idée d'aller finalement au bout de votre politique, parce que c'est quand même, vous voulez favoriser la proximité, et là en l'occurrence vous faites le choix de quelque chose qui n'est pas de la proximité. Alors, si chaque fois la commission d'appel d'offres, dont je suis membre en plus, on devait refuser une offre parce qu'elle n'était pas catalane ou parce qu'elle n'était pas locale, ce serait compliqué. Effectivement, on aurait préféré que ce soit l'association qui venait juste de se créer. En plus, honnêtement, ils ont fait une erreur administrative quand ils ont rempli leur dossier. On voyait leur manque d'expérience. Ceci étant dit, l'association qui a gagné le marché est une association reconnue au niveau national. Bien sûr, je sais, j'entends bien, mais je préfère le dire. Elle organise la brocante de Lille, de Toulouse, de Montpellier. Enfin, c'est vraiment une grosse référence. Malheureusement, cette nouvelle association qui voulait reprendre justement cette concession a fait des petites erreurs, mais vraiment quand on voit des erreurs de débutants, on va dire, quoi, malheureusement, et ça coûte cher, mais je ne peux pas leur dire à ceux qui ont gagné, bon les gars, je suis désolé. Pour déclarer un marché sans suite, mais on fait ce qu'on veut. Mais juste une question plus pour ma gouverne personnelle, du coup. Alors, d'une part, on ne parle pas d'un appel d'offres ordinaire, on est sur une DSP, donc on est sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus rare dans les process. Et deuxièmement, quel est l'intérêt fondamental pour la ville? Là, je raisonne plus en tant que chef d'entreprise. Grosso modo, on confie à une équipe commerciale d'animer un marché et grosso modo, on lui reverse entre 40, 50, 60% du chiffre d'affaires qu'elle apporte. Des commissions de 60% ou 50% sur des agents commerciaux dans le monde du privé, ça n'existe pas. Mais il y a peut-être une explication rationnelle à ça, hein. Mais là, c'est plus une question de principe. Oui, non, après, on peut pas, les commissions qu'on reverse, enfin, disons la somme qu'on reverse, on ne peut pas comparer ça à d'autres métiers comme les assurances ou quoi que ce soit. Les commissions ne sont pas figées. Donc, effectivement, c'est dans un secteur d'activité bien précis, assez complexe à gérer, parce qu'il faut pas se mentir, parce qu'on ne peut pas, dans l'organisation d'une brocante, on évite justement d'avoir tout et n'importe quoi. On ne veut pas que ça devienne un vide-grenier. Donc on a besoin d'avoir un faiseur qui sait justement gérer ce genre de manifestation-là. Et malheureusement, tout travail se paye. Et donc c'est quand même une chose importante. Entre vous et moi, il faut un travail remarquable. Voilà. Ils organisent, on va, comme vous avez pu le lire dans cette délibération, il est question de refaire venir le 11 novembre, la foire des Camelots au mois de novembre. Donc on leur demande beaucoup de travail, et ça demande, bien sûr, il y a la foire aux livres, enfin il y a toute une chose, c'est pas juste les brocanteurs du boulevard Wilson. Donc il y a beaucoup de manifestations, et bon, tout travail se paye. Voilà. C'est bon? Qui est contre? Qui s'abstient?
Adopté. On passe maintenant à Madame Sabatini. Conformément à la loi 2021-1109 du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République dans les contrats de la commande publique, un certain nombre de conventions. Oui, mes chers collègues, nous allons passer ici un certain nombre de délibérations qui auront le même objet. Donc, il s'agit de permettre la mise en conformité d'un certain nombre de conventions de délégation de services publics passées par la ville avec les dispositions prévues par la loi du 24 août 2021. Cette loi enjoint la ville à insérer un certain nombre de principes tels que le principe d'égalité ou de laïcité au sein des contrats de commande publique. Pour permettre cette mise en conformité, nous n'avons pas d'autre choix que celui de conclure un avenant, donc pour l'ensemble de tous les contrats. Donc je ne vais pas relire à chaque fois, on va passer contrat par contrat. Donc concernant tout d'abord la convention de délégation de services publics relative à la construction et à l'exploitation de stationnements sous la place de Catalogne. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Dossier suivant. Maintenant, concernant la convention de délégation de services publics relative à la construction et l'exploitation de parcs de stationnement souterrains place de la République. Non plus. Dossier suivant. Le contrat de concession d'un parc de stationnement situé boulevard Wilson. Non plus. Dossier suivant. La convention de délégation de services publics de la fourrière automobile. Non plus. Dossier suivant. La convention de délégation de services publics concernant l'exploitation du stationnement payant sur voirie. Dossier suivant. Pas d'observation. La convention de délégation de services publics pour l'exploitation de la crèche multi-accueil collective intergénérationnelle La Canal. Pas d'observation. Dossier suivant. Et enfin, la délégation de services publics pour l'exploitation d'un crématorium érigé sur le site de Torremila. Pas d'observation. On passe au dossier suivant. Toujours Madame Anaïs Sabatini, concernant les assurances. Mes chers collègues, la ville de Perpignan a procédé à la restauration de l'immeuble lui appartenant, classé monument historique, dénommé la Casa Sancho. Lors de l'intervention de l'entreprise Atelier Oliver, titulaire d'un lot peinture, a endommagé des décors sculptés, entre autres. Donc le sinistre ayant atteint nos biens, ce dernier a été déclaré à l'assurance et l'indemnité ne pouvait pas dépasser la somme de 29 000 €, il me semble. Donc il restait en fait un manque à gagner de 25 000 €. Donc là, en fait, l'entreprise Oliver, pour mettre fin au litige, a proposé qu'on passe par un protocole transactionnel et de verser le reliquat qui restait à devoir. Donc la somme de 25 000 €. Pas d'observation. On passe au dossier suivant, Monsieur Charles Ponce, le 1101. Donc nous sommes sur l'extension du parc des sports, c'est l'acquisition de terrain. Donc comme vous le savez, nous grappillons au fur et à mesure des parcelles pour mener le magnifique projet sur ce parc des sports. Donc là, on vous propose de racheter une emprise de 7050 m² pour un prix de 84 750 €. Monsieur Nogaret. Sur le parc des sports, je vais reposer une question que nous avions évoquée il y a 1 an et demi. À l'époque, je me rappelle, monsieur le maire, je vous avais interrogé pour savoir quel était le montant total de cette opération sur le parc des sports. Et je vous avais rappelé la promesse que vous aviez faite pendant la campagne électorale, à savoir, sur des projets assez importants pour la ville, de solliciter les habitants. J'imagine qu'aujourd'hui, vu l'ampleur des travaux, le budget que vous aviez à l'époque évoqué, qui était de l'ordre de 20 millions €, il va être largement atteint. Est-ce que, monsieur le maire, vous comptez interroger les Perpignanais sur ce projet comme vous l'aviez promis, ou vous considérez finalement qu'une fois au pouvoir, les choses sont un peu différentes des campagnes électorales? Quand on aura fait le tour, parce que nous sommes toujours en négociation sur un certain nombre d'achats et qu'on pourra, avec précision, budgéter la chose, oui, je vous dirai si on fait ou pas. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Le 1102. Le 1102, oui, pardon, excusez-moi, rue Marc Seguin, donc dans leur jargon, on appelle ça des queues de programme. Il reste des petites parcelles, des fois dans des lotissements qui appartiennent à la ville, on ne sait pas trop quoi en faire. Et les habitants qui ont des maisons tout autour de ces parcelles nous proposent gentiment de les acheter, parce que comme ça, il faut une petite extension de leur terrain. Tout simplement. Donc là, on s'est mis d'accord avec 2 cessions de parcelles. Vous avez les noms en dessous. Bon, c'est des tout petits trucs. Il y a une parcelle de 106 m² et une autre de 128 m². Avez-vous des questions?
Pas de questions. On passe au dossier suivant. Monsieur Charles Ponce, la rue Marc Seguin. Alors ça, je viens de la passer. C'est la route du Moulin d'Or. Voilà, route du Moulin d'Or. On l'a passé, on avait demandé l'autorisation à PMM au dernier conseil communautaire. Là, c'est un déclassement partiel du domaine public. On connaît le bout de chemin. Voilà. Monsieur Parra. J'avoue ne pas trop comprendre. En tout cas, il y a 2 parcelles qui appartiennent au même propriétaire qui sont de part et d'autre de cette route. Vous allez la déclasser, ça veut dire ensuite que vous envisagez de la céder au propriétaire. Si tel est le cas, ça ne permettra pas aux voisins d'accéder à leur parcelle où ils devront faire un détour. Expliquez-moi, je ne vois pas trop En fin de compte, c'est le même propriétaire, c'est la même entité, c'est la même entreprise. Oui. C'est la même entreprise qui va se mettre de chaque côté. Oui. Donc ils veulent justement qu'on puisse déclasser, qu'on puisse accéder, qu'il n'y ait pas un problème d'accès sur ces 2 parcelles différentes. Il y a une route qui passe au milieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voulez supprimer ce passage et les gens qui habitent de part et d'autre ne pourront plus passer à cet endroit. C'est pas du tout ça. On va effectivement supprimer ce passage, vous avez entièrement raison. C'est pas des gens qui habitent, c'est l'entreprise. La même entreprise est à gauche et à droite. Donc c'est pour que la même entreprise puisse se joindre. Mais ça, j'ai bien compris, mais ils peuvent le faire puisque c'est une voie publique aujourd'hui. Mais on préfère le déclasser. Mais quel intérêt? L'intérêt, c'est parce qu'on préfère le faire comme ça. Non, mais expliquez-moi l'intérêt juridique de déclasser cette route, alors qu'aujourd'hui, elle fonctionne bien et que demain, elle n'empêchera pas cette entreprise de travailler. Aujourd'hui, qui dit ce que peut se passer demain, comment va se passer la prochaine entreprise? Dois-je comprendre que vous ne le céderez pas? Vous ne céderez pas cette parcelle à ce propriétaire? C'est une route. Mais c'est une route, c'est un chemin. Pour l'instant, je ne peux pas vous répondre ce qui va se passer en 2030 ou en 2040. Non. À l'heure d'aujourd'hui, je peux vous assurer qu'on ne la cédera pas. Je ne comprends pas votre logique. Voilà, c'est tout. C'est notre logique. Bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. On passe au chemin de la Roseraie. Chemin de la Roseraie, même chose. Donc c'est un déclassement du domaine public, comme vous pouvez le voir sous les yeux, que vous avez le plan sous vos yeux. Il y a une autre question de M. Parent? Bon, c'est pas pareil. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté celui-là à l'unanimité. On passe maintenant, M. André Bonnet, aux hommages publics. Monsieur le maire, mes chers collègues, le projet de lotissement Mascodine va donc voir le jour sur le secteur est de la ville d'ici l'été. Ce lotissement est composé de lots desservis par une voie en impasse qu'il est nécessaire de dénommer. Lors de la commission des hommages qui s'était réunie l'année dernière, le 3 décembre 2020, en se référant au thème initial des voies du secteur qui rend hommage aux troubadours et du fait du statut de la voie, une impasse a été proposée, en français impasse du Flaviol, en catalan Carrero del Flaviol. Je vous propose d'adopter cette dénomination. Non, tout est OK. On passe à la délibération suivante. Monsieur Dussoba pour la création d'un comité social territorial. Suite aux modifications législatives et au décret du 10 mai 2021, les comités techniques et CHSCT ont été supprimés. À partir du 1er janvier 2023, doit être créé obligatoirement un comité social territorial qui se substituera à ces 2 anciennes entités. À noter simplement que tout n'est que transposition en fait des dispositions législatives. Le seul point où il y avait une possibilité, c'était la fixation du nombre de représentants, puisque c'était entre 7 et 15. Il vous est donc nous avons là-dessus consulté les organisations syndicales, et il vous est donc proposé de le fixer ce nombre à 7. Une question de M. Nogared. Oui, M. Dussoba. La question que je me posais, c'est donc ce comité, donc il va avoir 7 membres, et si on voit un petit peu plus loin, donc ils sont élus au scrutin de liste. Non. C'est ce qui est écrit. Vous parlez, les représentants du personnel. Oui. On parle des représentants du personnel. D'accord, parce qu'il y a 7 membres, c'est un comité paritaire. Qui sont l'équivalent dans le collège, voilà. Mais au niveau du collège, donc des représentants du personnel, ils vont être élus au scrutin de liste.
quelle est la raison de faire un choix de plutôt 7 plutôt que 15? J'imagine que plus la liste... Pour des histoires de quorum. Pour des histoires de quorum, parce que vous allez au bout de ma question, puis vous répondrez après. S'il y en a 15, j'imagine qu'au scrutin de liste, ça permet beaucoup plus facilement de représenter un petit syndicat qui ferait peu de voix aux élections professionnelles. S'il y en a 7, le calcul des moyennes va faire que, mécaniquement, on va éliminer plus facilement un plus petit syndicat. Est-ce que vous vous êtes posé cette question et quelle est votre réponse à ça? Alors, nous avons discuté de ça avec les organisations syndicales et tout le monde était d'accord pour qu'on maintienne le nombre actuel qui était aujourd'hui à 7. Mais pour des histoires de quorum, c'est une organisation, vous qui êtes toujours soucieux des deniers publics, c'est une formation qui est très lourde à réunir. On la réunit très régulièrement, c'est complexe. Les agents qui siègent ont des décharges et ça désorganise aussi. Voilà, ça a été le plus simple, c'est pour ça que nous avons retenu ce nombre. Et quand vous dites que vous avez sollicité les organisations syndicales, ce sont les organisations syndicales représentées au CFGT. Et donc on est bien d'accord que fondamentalement, ça ne répond pas tout à fait à la question que je vous pose. C'est une réponse, c'est la réponse que j'ai faite. Oui. Nous passons au vote. Vous êtes contre? D'accord. Adopté. À la majorité, on passe au 13-02. Allez, 13-02. Il s'agit de mettre en place le télétravail. Donc aujourd'hui, les dispositions qui avaient été prises dans le cadre de la crise du Covid n'existent plus. Nous sommes revenus au droit commun pour le télétravail. Nous en passons assez régulièrement. Donc pareil, après consultation du comité technique du 14 mars et du 14 avril, nous vous proposons d'autoriser 2 agents à bénéficier du télétravail. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. On passe au 13-03. Nous avons tenu un jury pour pouvoir embaucher un ingénieur système réseau. Madame Fourquet nous en parlerait. C'est un poste particulièrement important, ingénieur système réseau. Nous avons eu plusieurs candidats et le jury n'a pas pu retenir de candidat titulaire du titre d'ingénieur territorial. Le jury a porté son choix sur une personne qui est ingénieur, mais qui n'est pas ingénieur territorial. Il vous est donc proposé, nous avons donc choisi de lui proposer d'être contractuel. Il vous est donc proposé de valider ce contrat. Monsieur Nougared. Pareil, même question. C'est vrai que si j'ai bien compris, c'est un contrat qui est à mi-temps. Donc ça veut dire que vous avez ouvert un recrutement sur un poste à mi-temps d'ingénieur, ou c'est parce que vous aviez ou finalement vous n'avez eu que quelqu'un qui avait cette disponibilité-là, parce que ce sont des postes qui sont très compliqués à trouver ici. Si on les ouvre à mi-temps, on se réduit d'une manière ultra considérable le choix. Sur des postes aussi techniques, c'est difficile de proposer à quelqu'un à mi-temps, sauf si on ne peut pas faire autrement. C'était son choix. C'était son choix. Oui, tout à fait. Qui est contre? Qui s'abstient? On passe au dossier suivant. Donc, concernant la rémunération de personnel non enseignant, assurant les surveillances des études, halte, accueil et garderie périscolaire. Jusqu'à aujourd'hui, la rémunération était établie en fonction du bulletin officiel de l'éducation nationale parce qu'il y avait en partie des agents enseignants, puisque ce bulletin ne concerne que le personnel enseignant. Il n'y a plus aujourd'hui, pour assurer les surveillances des temps périscolaires, de personnel enseignant. Il n'y a plus que des personnels qui ne relèvent pas de ce statut-là. Il vous est donc proposé, maintenant on ne peut plus utiliser ce référentiel, il vous est donc proposé d'utiliser maintenant le SMIC. Et d'ailleurs, on n'a pas indiqué le montant de manière à ne pas être obligé de le repasser à chaque fois que celui-ci varie. Monsieur Nougared. Quelle est donc la conséquence financière pour ces personnels? Alors, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. C'est une vraie question. On peut difficilement voter quelque chose qui ferait baisser leur rémunération quand même. Non, je pense que ça l'a fait monter. Parce que, le bulletin officiel de l'éducation nationale, justement, J'ai du mal à croire que l'éducation nationale ait prévu quelque chose qui était en dessous du SMIC. Si, parce que justement, c'était des temps périscolaires en plus. Voilà. Ouais, moi je trouve qu'il faudrait qu'on en soit certain avant de voter ça, mais... Votez contre.
Non, mais monsieur le maire, on peut peut-être pas avoir la réponse des services et décaler le vote. Je pense que c'est l'intérêt de tous, de savoir si on va mieux les payer ou moins bien les payer. Je doute que ce soit moins bien. Ben oui. Je crois que... Nous aussi, hein, franchement, nous aussi, mais... Alors, On n'aime pas pénaliser les salariés. c'est bon, allez, on vote. On vote sans savoir. On vote en sachant, c'est plus. Ah. Allez. Et alors, c'est plus? C'est ce qu'on Vous l'avez dit. vu? C'est ce qu'on dit. Donc, Monsieur Dussopt dit, que c'est plus. Oui. Ok, d'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous? Ah bon, d'accord. On passe au tableau des effectifs. Oui, on les paie actuellement en dessous du SMIC. Tableau des effectifs, donc nous avons simplement, il n'y a pas d'autres modifications que celles qui ont été apportées à la suite des propositions d'ouverture que nous avions faites la dernière fois. Vous avez le tableau. Non, Monsieur Parent. Monsieur Dussopt, la lecture de votre tableau, mais vous allez me le confirmer, permet de comprendre que vous nous proposez désormais 2223 personnels titulaires alors que nous étions à 2076. Non, alors, je pense que vous savez ça. C'est-à-dire que là, nous ouvrons des postes supplémentaires suite... et nous les fermons, et comme il est indiqué dans la délibération, nous les fermerons lorsque les personnels qui devraient bénéficier de promotion, puisque nous avons déjà voté les avancements de grade, je ne sais pas si c'était le dernier conseil ou l'avant-dernier, donc nous avions voté des avancements de grade, nous avons ouvert ces postes, c'est ce que nous actons aujourd'hui dans ce tableau, et nous fermerons ces postes une fois que les avancements de grade auront été prononcés. Il y en a quand même 150. C'est ce que nous avions voté dans les tableaux d'avancement. Cela signifie par conséquent que dans les années à venir, comme vous nous l'avez indiqué lorsque nous avons voté le budget, vous allez diminuer le personnel. Non, mais ça n'a aucun rapport avec le nombre d'embauches. Ce sont des postes que l'on a ouverts pour des gens qui sont déjà titulaires, qui vont bénéficier d'avancement de grade. Et donc, à ce titre-là, on est obligé d'ouvrir des postes dans de nouvelles catégories. Et une fois que ceci, c'est écrit dans la délibération, une fois que ceux-ci auront bénéficié de ces avancements de grade, nous fermerons les anciens postes. Donc vous retomberez à 2000. On retournera à ce qui était avant. À quelques virgules près, très certainement. Il faut faire voter. C'est voté? Il faut faire voter. Qui est contre? Vous vous abstenez. Et pour la question précédente, où effectivement, ils étaient payés en dessous du SMIC, et c'est une revalorisation en quelque sorte. On passe au dossier 1306. Par un courrier adressé à Monsieur le maire, Madame Gombert. Oui, Madame Gombert, d'abord, ne participe ni au débat, ni au vote, et doit quitter la salle. Madame Gombert a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle afin que ses frais de justice soient pris en charge par la commune, dans le cadre d'une action en diffamation qu'elle a engagée contre la SAS Publisud et Madame Vanessa Polony. Nous sommes donc invités à nous prononcer sur cette demande. En droit, l'article L 2123-35 du CGCT prévoit que la commune est tenue de protéger le maire et les élus municipaux, le suppléant, ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces et outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. L'octroi de cette protection fonctionnelle est encadré car il demeure lié aux actions dans lesquelles l'élu est visé en raison du mandat qu'il détient ou qu'il a détenu dans la collectivité. Autrement dit, c'est l'exercice du mandat communal et des fonctions municipales qui doivent être objet de la mise en cause et des propos attaqués pour que la ville puisse valablement accorder à son élu le bénéfice de la protection fonctionnelle. En cas d'espèce, Madame Gombert sollicite cette protection dans le cas d'une action en diffamation portant sur des propos visant, je cite, les membres de l'ancienne majorité municipale, mais ceci dans l'exercice de leur fonction d'élu communautaire, puisque nous sommes sur des questions de publicité qui relèvent de la compétence communautaire. Par conséquent, l'action en diffamation introduite à l'encontre de la SAS Publisud et de Madame Polony ne concerne pas l'exercice du mandat municipal d'élu de la ville de Perpignan, mais celui d'élu communautaire de la ville de Perpignan-Méditerranée Métropole. D'ailleurs, les 6 autres personnes concernées par cette action introduite par la SAS, contre la SAS,
ne s'y sont pas trompés puisqu'ils ont eux-mêmes sollicité la communauté urbaine et obtenu sa protection fonctionnelle dans le cadre de leur action. Dans ces conditions et dans la mesure où le mandat d'élu municipal de Madame Gombert n'est pas concerné par cette affaire, je vous propose d'opposer un refus à cette demande de protection fonctionnelle qui n'est pas juridiquement recevable. Je suppose, M. Parra. Je serai très bref puisque j'ai très bien compris le sens du vote que suggère M. Dussoba. Nous avons une divergence de fond, vous le savez bien, et je crains que vous n'ayez tort. Madame Gombert était une élue municipale et pas une élue communautaire. Elle a été mise en cause comme quelqu'un appartenant à la majorité, l'ancienne majorité municipale. Vous devez par conséquent, puisqu'elle ne peut pas demander la protection fonctionnelle de la communauté urbaine, vous devez par conséquent à la mairie de Perpignan la lui accorder. Mais je sais que c'est un vote majoritaire, si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas. Vous serez sans doute en contradiction avec la position que vous avez prise à l'agglomération. Mais peu importe. Non, au contraire, à l'agglomération, ça relevait de l'agglomération. Non, pas du tout. Non, Monsieur Dussoba, nous sommes allés demander la protection fonctionnelle à l'agglomération parce que effectivement, les autres étaient élus de l'agglomération. Ils avaient droit. Ça concerne. Ils avaient droit par conséquent. Mais en l'occurrence, Madame Gombert est mise en cause en sa qualité d'élu appartenant à l'ancienne majorité municipale. Même si le dossier concerne le RLPI, qui est de la compétence effective de l'agglomération, il n'en demeure pas moins vrai que la mise en cause de l'élu est faite alors qu'elle appartient à la majorité municipale. J'entends votre raisonnement. Je ne le partage pas, mais je l'entends. Prendrez la décision et vos élus prendront la décision qui leur appartient, si tant est qu'ils soient libres de décider. Ce que j'espère, à peu près autant que vous. Ce que j'espère, ce que je souhaite, parce que, juste pour rappel, nous votons et nous avons toujours voté les protections fonctionnelles demandées par vos élus. Ah bon? Oui, bien évidemment. Il y a déjà eu ici. Non, oui, mais ça m'intéresse, moi. Ici, mais ici, justement, depuis que nous sommes élus, si, il y a des élus. On a été, c'est Xavier? Mais non, alors. Non, mais Madame Rousseau-Danis, sauf erreur de ma part. Ah non, excusez-moi, je parle de ce mandat, hein. Parle de ce mandat, monsieur le maire. Ah, mais jamais de la vie. Et, non, me concernant. Non plus, pour vous aussi. Et d'ailleurs, si vous me permettez de terminer, il me semble même qu'en plus, on peut relire les PV, nous avions fait, en plus de voter oui et de soutenir votre protection fonctionnelle, nous avions même fait une observation pour dire qu'on soutiendrait toujours une demande de protection fonctionnelle parce qu'on considère qu'un élu ne doit pas être attaqué dans ses fonctions d'élu. C'est la raison pour laquelle je me permets de vous redire que si Madame Gombert n'a d'autre solution que vous la demandez à vous, c'est parce que quand elle est attaquée en tant qu'élue de l'ancienne équipe municipale, elle n'a jamais été élue communautaire. Pas pour ce mandat, mais même dans le mandat précédent. Mandat précédent, elle n'était pas, j'attire votre attention, elle n'était pas élue communautaire. Donc quand vous prenez cette décision... Elle l'a été, elle a démissionné. Non, vous mélangez tout. Elle n'était pas élue communautaire lors du précédent mandat. Elle n'est pas élue communautaire lors de ce mandat. Donc ça veut dire que si vous prenez la décision de ne pas lui donner la protection fonctionnelle, c'est un geste politique, certes, peut-être, mais vous la privez effectivement de cette protection. C'est juste, j'attire votre attention. Je pense que c'est regrettable parce que franchement, et je vous le redis, si l'un d'entre vous demande une protection fonctionnelle parce qu'il est attaqué en sa fonction d'élu, nous serons solidaires parce que nous considérons que les élus doivent être respectés. Oui. Par les temps qui courent, c'est fondamental. Oui. Parce que les élus sont de moins en moins respectés par toutes sortes d'individus. C'est à vos responsabilités. Si vous voulez et on ne fait pas de la politique, là. C'est la responsabilité. Si vous ferez un recours. Le conseil municipal et les élus sont souverains. Et on va passer au vote, point. Allez, on va pas y... Alors, qui est contre? Non, qui est contre? Vous? Non. Qui est contre? Non, elle est contre.
Qui est contre? La protection fonctionnelle de Chantal Qui s'abstient? Voilà. Les services sont bien enregistrés? Si, on sait. Pourquoi? Hein? Vous êtes pour, oui, j'ai bien compris. On passe au dossier suivant. Association Visa pour Image. Alliot, Bonnet, Fourquet, Rousseau-Danis, Bravo, Rénal, Mayol, La Liberté ne participent ni au débat ni au vote et doivent quitter la salle. Alors, je dois vous lire cette petite phrase. Juste une mise au point quand même, monsieur Parra. Quand j'ai été traité de facho par un certain nombre d'énergumènes dans une manifestation devant la préfecture, il s'est trouvé autour de vous des élus pour défendre ce groupe d'extrémistes de gauche. Alors, si vous voulez, moi, maintenant, je considère le droit et purement le droit. Si Madame Gombert veut faire un recours, elle peut faire un recours en tant qu'élue. Merci. Donc, le conseil municipal va procéder à des désignations au point 402-403. Le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations et aux représentations, sauf dispositions législatives à la réglementation prévoyant expressément le mode de scrutin secret, article L. 2121-21 du Code général des collectivités. Je vous propose donc de décider de ne pas procéder au scrutin secret pour ces nominations. Qui est contre? Qui s'abstient? En vous remerciant. Donc, il convient de désigner deux personnalités qualifiées pour désigner à l'Assemblée générale, au conseil d'administration et au conseil scientifique. Ah, vous partez? Ah, pardon, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Vous quittez la salle. Non, mais c'est pas ça. Non, mais je vais le préciser quand même, quoi. D'accord. Donc l'opposition a décidé de quitter la salle avant les deux dernières délibérations. Pardon, excusez-moi parce que j'étais plongé dans mon article et je vous ai pas vu partir. Donc voilà. Donc je vous propose de désigner ces deux nouveaux représentants au conseil d'administration, qui est Monsieur Marc Barès et Monsieur Jean-Philippe Massot. Avez-vous des questions? Je ne suppose que non. On va passer au vote. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. À l'unanimité, je vous remercie. On peut refaire rentrer le maire. Merci beaucoup. Donc j'avais raison. Ils avaient voté contre moi. Ah ouais? Ah oui. Je veux dire ça. Mais c'est ce que je dis, c'était de ce que je dis. C'est vous la dernière, excusez-moi. On passe à la désignation de représentants de la ville à divers organismes. Pour le groupe scolaire d'Alembert, Madame Pigné ne participe ni au débat, ni au vote. Qui est pour? Enfin, qui est contre, plutôt? Je propose Madame Michèle Martinez. Qui est contre? Personne. Madame Martinez est désignée pour la régie du parking Arago. Messieurs Ponce, Guillaumont et Isabelle Bertrand ne participent ni au débat ni au vote et doivent quitter la salle. Je ne reviendrai pas. Je propose que l'on désigne Monsieur Jean-Yves Gâteau. Pas d'opposition. Monsieur Jean-Yves Gâteau est donc désigné pour la régie du parking Arago. J'ai deux informations à faire au conseil municipal. Madame Marie-Christine Marchesi prend en charge la relation avec les associations
caritative religieuse, c'est-à-dire la coordination et la relation avec les responsables d'associations et l'amélioration dans la prise en compte des besoins au regard des projets. Et de la même manière, Madame Rousseau-Danis prend en charge les politiques liées au handicap, le centre médical municipal et la prévention des addictions, et ce, à compter de ce jour. Merci. L'ordre du jour étant épuisé, je vous donne rendez-vous au prochain conseil au mois de juin. Tu comprends